Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat now. African parent be like Tarante Loma, Inabedi, Nakamu, Nakayarambi, Nakasubasi, Ampapa Moro, Amama Moro. It's too damn long, man. But let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un cheminot, un militant, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Anas Kazib. Anas, merci frérot. Comment tu vas? C'est lourd cette introduction. Ils font pas ça à BFM TV, frère. C'est mieux ici. Hein? Grave. On est chez nous. Exactement. Comment tu vas, bro? Ça va et toi? Ça va, tranquille, tout va bien? Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invite, Anas. Tu fais plaisir. On devait se capter depuis pas mal de temps, mais les choses ont fait que ça a pris plus de temps. Mais on est là. C'est ça, c'est le plus important. Dis-moi, Anas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes, bien sûr. Je m'appelle Anas Kazib. Je suis, comme tu l'as dit, je suis cheminot. J'ai 34 ans. Je suis père de 2 enfants. Je suis né à Sarcelles, comme toi. La clinique Alexis Carrel, mais je crois qu'elle s'appelle plus Alexis Carrel maintenant. Parisien. Voilà. J'ai grandi à la Cité Rose. Ok. On était en conflit avec la secte Abdullah et avec COP et tout. C'était maintenant tout s'est réconcilié, mais tant mieux. Exact. Mais voilà, j'ai grandi à la Cité Rose. Après, plus jeune, un peu les problèmes de quartier, tout ça nous ont amené à aller vivre dans le 18e arrondissement. J'ai vécu à Porte de la Chapelle, dans le 18e. Et puis, je me suis marié et j'habite à Épinay-sur-Seine, à la Source, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et puis voilà, écoute, je militais dans un courant qui s'appelle Révolution Permanente, mais qui était un courant dans le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. De Olivier Besancenot. Et aujourd'hui, en fait, depuis le mois de juillet, avec Révolution Permanente, on a décidé de tracer notre route, notre chemin seul. Pour le dire fraternellement, on a été poussé à la sortie par le NPA parce que j'avais porté ma candidature à la présidentielle au mois de juin dernier. Ça n'a pas plu à l'ancienne majorité de direction du NPA qui veulent, c'est comme ça, ils veulent garder la main sur l'orientation politique, sur les porte-paroles surtout. Ils veulent pas laisser la place, ils veulent pas renouveler les générations. Et donc, du coup, on est parti à 300 personnes. Et on est en train de monter notre organisation politique dans cette campagne présidentielle au fur et à mesure. Et puis, on est en train de chercher les parrainages, les 500 signatures qu'il nous faut de maires et d'élus pour pouvoir être, moi, comme je dis, sur la ligne de départ face à Macron, Le Pen, Zemmour, etc., pour leur mettre la misère, porter la voix des quartiers, porter la voix de la jeunesse, des travailleurs, des travailleuses. Et voilà, de ceux qui n'ont pas le droit à la parole, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, comme je dis, la voix des exploités, des opprimés. Donc voilà un peu pour le parcours. D'accord, voilà. Très bien. Anas, Sarcelles, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure lors de ta présentation, t'es parti à quel âge de Sarcelles? Je suis parti jeune de Sarcelles, je suis parti à l'âge de 11 ans. 11 ans, 11 ans à Sarcelles. Mais je garde que des souvenirs. Je vais encore à Sarcelles. J'étais à la marche pour Ibo. J'ai encore des amis à Sarcelles qui vivent, avec qui j'ai grandi, avec qui j'étais à l'école. Je suis parti en gros au début de la 6e. Moi, j'étais au collège gallois. Ouais.
Et juste avant, t'étais à Jean Mermoz. Exactement, j'étais à Jean Mermoz 2. Et on faisait des jongles. Moi, je dis, on faisait des jongles avec DSK dans la Cité Rose. Ils venaient pendant les municipales, ils venaient nous acheter avec des casquettes, tout ça. Et enfin, voilà, moi, mon cœur, il est attaché toujours à Sarcelles. C'est sur ma pièce d'identité, c'est sur mon passeport, c'est dans le livret de famille. C'est important. C'est jusqu'au bout. Tous les souvenirs. Moi, de temps en temps, j'habite à avenue César Franck. Et moi, je me rappelle du gamin quand on soulevait les grilles et il y avait un petit pot au milieu, un petit trou qui servait un peu de, je sais pas, pour la pluie ou je ne sais quoi, mais on soulevait les grilles devant le bâtiment, on jouait aux billes avec ça nous servait de pot. On disait, celui qui met le plus de billes, c'est lui, il récupère toutes les billes. Enfin, on a fait tellement de choses. Moi, je me rappelle de l'époque des pitbulls à Sarcelles, c'était phénoménal. C'était la ville des pitbulls. Je me rappelle, pendant presque une pige, on jouait même plus au foot. Il y avait plus de ballons. Tous les ballons, ils étaient crevés. Ouais, tu jouais au foot. Tu voyais, il y avait un pit qui débarquait. Mais c'était nos vies. Mais franchement, il y a eu que des bonnes choses, que des bons souvenirs. Une ville de sportifs de dingue. Moi, je me rappelle, quand je vois, par exemple, quand je suis arrivé à Paris dans le 18e, ça n'avait rien à voir. Il y avait très peu de jeux, très peu d'ambiance pour les enfants. Paris, c'est une ville, la culture, les musées, les cinémas, etc. Mais il n'y avait pas ce truc-là qu'on avait, où tu avais les gens de ton quartier qui sonnaient à l'interphone. Madame, est-ce que Anas, il peut sortir, s'il vous plaît, machin. Et puis on sortait, on prenait un ballon, on faisait un match de basket, on prenait un bâton, on faisait du baseball. On faisait du baseball dans la cité, c'était phénoménal. En plus, on habite au rez-de-chaussée, ça veut dire que la famille Kazib a contribué à donner de l'eau à toute la cité pendant les vacances. Les gens toquaient, s'il te plaît, tu peux me remplir la bouteille d'eau, machin. Moi, je me rappelle aussi de mes receux j'ai 3 grandes sœurs et notamment ma sœur aînée qui à l'époque on avait une chaîne IFI, elle mettait les baffes comme dans la haine. Comme dans la haine, elle mettait les baffes, elle mettait du son et c'était des ambiances incroyables. On jouait au foot, il y avait de la musique, on écoutait du réciproque, tu vois, on écoutait Ménélique, on jouait, tu vois, c'était ça. Enfin bref. Bien, que des bons souvenirs. Grave. Bon, c'est terrible. Et l'ambiance à la maison, du coup, parce que tu clames haut et fort que c'est une fierté d'être fils d'ouvrier. C'est une fierté, là. Non, l'ambiance à la maison. Moi, mes parents, ils sont retraités. Ils vivent maintenant au Maroc depuis quelques années. Moi, mon père, il a travaillé à la SNCF plus de 35 ans. Il a fait partie même du procès des travailleurs marocains, les Chibani de la SNCF, comme on les avait appelés, qui ont gagné leur procès il y a 3 ans maintenant contre la SNCF pour discrimination raciale. Parce qu'ils étaient originaires du Maroc, on leur avait promis, la plupart on les a embauchés, faut le savoir, ça, la SNCF était partie les embaucher là-bas au pays pour leur dire de venir en France en ayant la promesse d'avoir le même contrat de travail et le même déroulement de carrière que les salariés français. Puis au final, ça s'est pas passé comme ça. Ils leur ont pas donné le statut des cheminots, ils les ont mis comme des contractuels. Et ils ont gagné leur procès. Moi, mon père, il en a fait partie. Et puis voilà, moi, toute ma famille, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, des 3 grandes sœurs. Et voilà, quoi, je suis le petit dernier qu'on a essayé un peu de couver, de faire attention, etc. Et puis voilà, mais sinon, moi, toute ma famille est derrière moi. Toute ma famille me soutient. On a toujours été une famille qui votait à gauche ou qui votait pas, mais qui voilà, le cœur est à gauche, toujours à lutter de manière générale contre les injustices, contre tout ça. Moi, mon parcours, c'était même pas celui-là. Aujourd'hui, je suis militant, je suis marxiste, je suis trotskiste. Tu vois, je me bats pour une autre société, je me bats contre le capitalisme, mais j'ai vécu j'ai grandi comme tous les jeunes aujourd'hui, même encore, qui rêvent d'être influenceurs, qui rêvent de faire d'avoir des grosses chaînes sur Twitch, sur TikTok, etc., qui essayent de sortir de la précarité, sortir de la misère, de l'avenir qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont dans des lycées, des collèges, tout ça. Parfois, t'as même pas de prof de toute l'année, de PS ou de ceci ou de cela, qui sont dans des quartiers où il y a rien, il y a même pas un cinéma,
Il n'y a pas une médiathèque, il n'y a rien du tout, tu vois. Il n'y a pas de musée. Pourquoi il n'y a pas de musée en banlieue? Pourquoi il n'y a pas de musée en banlieue? Pourquoi les toiles de maître, elles peuvent pas venir à Sarcelles ou je sais pas, Aulnay-sous-Bois ou Sevran? Donc les gens, ils essayent de sortir de cette misère-là. Moi, j'étais pareil. Moi, j'ai organisé des soirées pendant des années sur Paris. J'ai organisé des soirées à l'époque au 287. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Au Man Ray, à l'Étoile, au Madeleine Plaza, au D'accord. Libertalia. Je suis un des premiers à avoir ouvert le Libertalia, moi, à l'époque. Et ouais, tu vois, j'ai plein de potos qui sont encore dans le milieu de la nuit. Et toi? Moi, ça y est, moi, j'ai arrêté depuis 10 piges parce que c'est pas, voilà, c'est pas une vie en vrai. Il y a pas d'avenir là-dedans. C'est un monde. Je regrette pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un monde qui m'a plu dans ma jeunesse. Je sais pas, j'ai fait ça. J'ai commencé même avant d'être majeur. Je rentrais en boîte de nuit, j'avais même pas le droit de rentrer en boîte en fait. Tu vois. Mais vu que j'avais un peu de pilosité, j'avais déjà un petit bouc, tout ça D'accord. passait. Mais à l'époque, je me rappelle, on rentrait au Palacio à Ivry-sur-Seine. Je crois que j'avais 16 piges, frère. J'avais 16 ans et j'avais commencé en fait comme ça, avec la tchatch Ouais. à amener du monde. À amener du monde dans les soirées, tout ça. Et puis après, à organiser et à louer. On a loué des salles. On a fait des trucs de ouf, hein, franchement, avec les DJ Abdel, DJ Mousse, D'accord. Reda Taliani, tout ça. Enfin, voilà. On a fait plein de choses, tu vois. Donc, Bien. voilà. Eh ben, je J'ai une- découvre. J'ai une vie de 34 j'ai- piges, mais des fois, j'ai l'impression que c'était un monde parallèle. Tu vois. Mais toujours avec toujours avec la même modestie, toujours avec la même humilité, avec la même intégrité. Tu vois. C'est-à-dire que même quand on a pris des sous, et on n'en a rien fait, en fait, parce que, franchement, on prenait des sous dans des événements où, je sais pas, tu sais, franchement, quand tu remplis une boîte comme le 287 ou le Mix Club, quand on faisait des soirées au Mix Club, je sais pas, tu sortais avec je sais pas, parfois des 7 000, 8 000 euros, tu vois, pour toi-même, dans une soirée. Enfin, le milieu de la nuit, et encore. Ça, c'était avant, quand les gens, la consommation, elle était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des amis, ils partent en boîte, ils prennent des bouteilles à 1 500 euros, alors que même ils ont des difficultés, mais le système fait que il y a une poussée, en fait, de concurrence haute qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était très festif. Avant, les gens, déjà, ils galéraient à accéder en boîte. Quand tu étais Robert Renoir, tu n'étais pas à la mode, comme dirait Booba. Hein, les Renois, ils n'étaient pas à la mode, ils rentraient pas. Les Rebeux, c'était pareil. Et du coup, quand on arrivait en soirée, c'était un moment de joie, de fête. Il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait pas Snapchat, il y avait pas. Je parle pas d'une époque d'il y a 50 ans, c'était dans les années début 2009, 2010, il n'y avait rien, il y avait que Facebook, tu vois ce que je veux dire. À 10 piges, les gens n'avaient pas Snap, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on profitait, c'était la fête, mais cet argent-là, on n'en faisait rien, franchement. On achetait des sapes, on achetait des trucs, on se faisait un peu plaisir, et voilà. Mais toujours avec l'idée et que j'ai toujours su que je suis un fils d'ouvrier, que moi, ma mère, elle était nounou, mon père, il était cheminot, il était en 3-8, on le voyait pas beaucoup, tu vois, et que voilà, que j'étais un jeune des quartiers populaires et jamais de se prendre pour je sais pas qui. De toute façon, le terrain, il te rappelle rapidement, quoi, tu vois. Bien. Pourquoi avoir suivi les traces de ton père? Je sais pas si j'ai suivi les traces de mon père, mais j'ai l'impression que c'est un peu un automatisme en vrai. Hein. Ouais. En vrai, quand tu regardes, il y a énormément de gens qui font le taf de leurs parents, tu vois. Il y a énormément de gens qui font le taf de leurs parents parce que c'est une suite logique, parce que d'une part, tu connais ce qu'il a vécu, tu vois. Tu sais ce qu'il a vécu, donc peut-être c'est une facilité. En plus, moi, il n'y a pas que mon rep qui était cheminot. Ma sœur, ma grande sœur est cheminote. Ma femme est cheminote aussi, tu vois. On est une vraie famille de cheminots. On travaille tous en plus dans le secteur de Gare du Nord. Du coup, en fait, moi, j'étais rentré saisonnier à l'âge de 18 ans. Ça, en gros, c'était les contrats de l'été, quand les cheminots ils posent leur congé. Du coup, Bien sûr. c'était comme ça. Tous ceux qui travaillaient avec moi, c'était que des fils et des filles de cheminotes et de cheminots, tu vois. Ça veut dire que c'était une facilité. Tu prenais ton premier salaire et puis voilà, mais moi sinon à la base j'avais fait des études d'architecte, tu vois, j'avais fait des études d'architecte, j'ai un diplôme de collaborateur d'architecte, j'ai fait une école sur concours
à Ivry-sur-Seine, à la Manufacture des œillets. C'est l'école publique supérieure d'art graphique et d'architecture de la ville de Paris. Et ils m'ont viré après la première année parce que j'étais au-dessus du niveau. C'est un truc de dingue à dire, mais en fait, j'étais au-dessus du niveau parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été au lycée, j'ai fait 2 années de préparation à ce diplôme-là de collaborateur d'architecte. C'était un diplôme technique entre le professionnel et le général, mais qui existait que dans ce lycée-là. C'est-à-dire, moi, pendant 2 piges, j'ai fait que ça, que de l'architecture, des maquettes, des plans, etc. À la fin de la terminale, tu pouvais travailler avec des architectes directs, tu vois. Mais la suite logique, généralement, c'est que la plupart font des écoles d'archi derrière, tu vois. Et moi, en fait, quand je suis rentré quand j'ai passé le concours à l'EPSA, du coup, à cette école supérieure, en fait, le niveau, ils l'ont repris de base. Il y avait moi, j'avais 18 ans. Il y avait des gens, ils avaient 40 ans. Tu sais qu'ils avaient fait 15 piges d'hôtellerie, de restauration, mais qui étaient des gens qui dessinaient très bien ou qui avaient envie. Tu vois, bref, ils ont fait leur concours, ils ont été acceptés. Sur 400 personnes, on était 20 et de reçus. Sauf que moi, je suis arrivé à 18 ans avec un niveau déjà supérieur, largement supérieur à tous, tu vois, sans le dire, mais parce que j'avais fait 2 ans d'études et eux, ils les avaient pas, ces 2 ans d'études. Donc, du coup, en fait, tout ce qu'ils disaient, moi, je l'avais déjà vu il y a longtemps. Et t'arrives à 18 ans, c'est l'âge, t'as envie de profiter aussi de la vie, hein, tu vois, t'as envie de sortir, t'as envie de machin. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé notamment à aller dans le milieu de l'événementiel. Et bref, et donc les profs, ils ont vu que j'étais dilettant. Et moi, je me rappellerai tout le temps, la directrice à la fin, elle m'a dit, écoute, Anas, on va arrêter parce qu'on est gêné. Elle dit, c'était difficile à se décider, mais le problème, c'est qu'on sait que l'année prochaine encore, tu seras au-dessus du niveau. Et vu l'année, comment tu l'as passée, on n'a pas envie que l'année prochaine, tu t'ennuies encore et que tu sois dilettant encore comme ça, etc. Tu vois. Du coup, ils ont dit, on préfère que tu t'arrêtes là, on va pas te faire accéder à l'année suivante, etc. Quoi, tu vois. Et puis après, moi, ben écoute, hein, t'as 18 piges. À un moment donné, tu as envie de vivre aussi, tu as envie de t'acheter de la sap, tu as envie de sortir, t'as une petite amie, tu as envie de... Voilà, quoi, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'aller en BTS. J'ai fait un BTS en 2 ans, pareil, avec dilettance. Mais au final, j'ai réussi à avoir mon BTS. J'ai fait un BTS NRC. D'accord. J'ai même eu le prof d'économie sur les 2 matières là, les plus importantes. J'ai eu 19,5 sur 20. Et le prof d'éco, il m'a appelé, il m'a dit, mais je comprends pas, moi, c'est qui ce mec-là qui... il a séché les cours quasiment la moitié de l'année. Et au final, il arrive à avoir le BTS, la meilleure note presque de la... Mais je sais pas pourquoi, tu vois. Mais ça a toujours été mes contradictions. C'est-à-dire que... Et je pense que c'est les contradictions de beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de talent dans les quartiers. Il y a énormément de talent. Mais on n'est pas intéressé par les méthodologies éducatives telles qu'elles sont, etc. On sait qu'on a du potentiel. Et moi, je pense que j'avais beaucoup de potentiel. C'est un peu... Ma force a toujours été d'être le gars qu'on n'attendait pas et en fait qui arrive à passer la tête au dernier moment et arriver dans les premiers, tu vois. Et du coup, je m'intéressais pas à lire, j'aimais pas tout ça, tu vois. Je détestais les trucs. Mais au final, quand c'était le moment où il y avait un diplôme, il y avait un truc, j'arrivais Tu répondais présent. À me démener pour l'arracher, tu vois. Donc voilà, mon parcours, il est fait de tout ça, il est fait de toutes ces contradictions, de toutes ces facilités, mais aussi de toutes ces limites. Et voilà, quoi, il est riche et c'est un peu cette... quand je parle aux gens aujourd'hui politiques, quand je me présente à la présidentielle, je viens avec sincérité, avec mon bagage aussi. Je viens avec... Et je pense que c'est ce qui aussi plaît aussi notamment à la jeunesse, parce que je leur parle pas comme un homme politique, je leur parle comme moi je me parlerais si j'étais en face d'Anas Kazib à l'âge de 16 ans, 17 ans ou 18 ans, tu vois. Donc voilà. D'accord, c'est très bien, Anas. T'as senti une différence de traitement
entre le jeune Anaf, 18 ans, qui a étudié en France, qui connaît ses droits, et ce que ton père a vécu là-bas, en tant que cheminot toujours? Bah, moi, je pense que oui, il y a... Enfin, le traitement, il est pas le même. Moi, mon père, quand il est arrivé, il a pas commencé en tant que cheminot. Il a commencé... je crois qu'il est arrivé en 73, ouais. Il était là en 73 et il a travaillé 2 ans dans la métallurgie, dans une entreprise qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Simca. C'était une marque d'automobile qui est devenue Chrysler maintenant. C'était Ok, l'ancienne d'accord. Chrysler, Simca. C'était les 3 fleurons, c'était Simca, Renault et Citroën. Et moi, mon père, il m'expliquait un peu l'époque, quoi. C'est-à-dire dans les années 70, il te disait déjà, tu changes de trottoir, pour reprendre l'expression de Macron, il n'y a qu'à traverser la rue. Pour le coup, dans les années 70, il y avait qu'à traverser la rue, en fait, avec des patrons qui tractaient pour dire, viens travailler chez moi. Tu quittes une entreprise à midi, à 13h, tu trouves du boulot ailleurs. Donc déjà, c'est autre chose. C'est pour ça que notamment, toutes les politiques qui sont arrivées, qu'on essaye de faire culpabiliser les Noirs et les Arabes aujourd'hui, les politiques de regroupement familial, etc. On est venu chercher les gens. On est venu leur dire, venez bâtir le système capitaliste ici, venez bâtir l'industrie française. Et la plupart, nos parents, ils n'avaient pas prévu d'être là à la base. Ils n'avaient pas prévu de rester plus de 2 ans ou 3 ans. Le but, c'était de prendre un petit peu d'argent et de retourner au pays parce que c'était pas chez eux. Ils se sont jamais sentis, accueillis chez eux. Tu vois, il y en a, ils ont même vécu dans des bidonvilles dans les années 60, etc. Nanterre, aux Francs-Moisins. Les Francs-Moisins, la cité des Francs-Moisins, avant, c'était un bidonville. C'est parce qu'il y a eu un incendie terrible. En fait, il y a eu des morts, tout ça, qu'ils ont détruit le bidonville et ils ont bâti les immeubles. Mais l'objectif qu'eux-mêmes s'étaient fixés, c'était pas de faire leur vie. C'était de faire un petit peu d'argent et de retourner à leur terre natale parce que voilà. Et du coup, on leur a proposé des choses. Moi, mon père, il m'expliquait comment dans les usines, c'était le patron qui mettait en place des salles de prière. T'imagines? Il cooptait les gens pour dire, viens, travaille chez moi. Il y a une salle de prière, quand tu veux, tu fais une pause. On sait, vous les musulmans, etc., vous êtes attachés au fait de pouvoir prier à l'heure, etc., des arrangements pour le ramadan, pour l'Aïd. Ils ont mis plein de choses en place parce qu'ils savaient que, c'était des travaux tellement difficiles, pénibles. Le travail à la chaîne, à faire 100, 150 voitures dans la journée. Les gens avec même pas de moyens, tu vois. Pas de chaussures, parfois pas de chaussures de sécurité, les gants, tout ça, ça s'est obtenu avec les accidents du travail, avec les gens qui sont morts au travail, tu vois ce que je veux dire? Combien à l'époque, les accidents du travail, ils étaient même pas reconnus. Il y a un film, d'ailleurs, moi j'invite celles et ceux qui regarderont cette interview, mais il y a un film qui s'appelle Aya, H-A-Y-A, c'est sur la grève en 1982 des travailleurs de Citroën à Aulnay, une grève de près de 40 jours, que des travailleurs immigrés, sénégalais, antillais, marocains, algériens, etc. Ils étaient au moins presque 3000 en grève. 40 jours, tu les vois, les images incroyables à manger du kasher avec avec une demi-baguette, mais qui se battaient pour leurs droits. Et certains, ils t'expliquaient que parfois, ils avaient des copeaux de ferraille qui leur avaient crevé l'œil. Et le patron, il leur disait non, fais pas d'accident du travail, etc. Avec toutes les pressions, en fait, à les maintenir au plus bas de l'échelle. Et c'était ça, leur vie, c'était l'exploitation. Et du coup, le pouvoir a dû mettre des choses en place, comme le regroupement familial, pour amener les familles, etc. Et maintenant que le système capitaliste détruit nos vies, détruit la planète, est en train de dégénérer complètement. On l'a vu avec la crise sanitaire, le Covid. C'est pas le pangolin qui a mis le Covid. C'est le système qui, force de détruire la terre, à force de raser les forêts, de brûler les forêts en Amazonie, de voir les incendies, la sécheresse, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle des zoonoses. C'est la transmission des virus de l'animal à l'homme. Il y a eu la grippe H1N1, là, la grippe porcine, il y a eu la grippe aviaire. Là, le Covid, c'est un virus du même type d'après les épidémiologistes. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Et pour reprendre mon propos, le truc à cette époque-là, ils ont douillé, ils ont lutté,
Et aujourd'hui, on leur dit, vous êtes plus les bienvenus, mais vos enfants aussi, ils sont plus les bienvenus, etc., etc., en omettant tout le passé colonial de la France, parce que c'est eux qui sont, comme moi je dis, c'est Jean-Pierre qui a allié son avenir à Mamadou. C'est pas Mamadou qui a allié son avenir à Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui est venu coloniser, c'est Jean-Pierre qui profite encore aujourd'hui du passé colonial de la France, du passé de son implantation impérialiste. Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique? Qu'est-ce qu'ils font en Afghanistan, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est-à-dire sûr. qu'ils vivent de tout ça, de tout ce qu'ils ont fait en Kanaki, en Guyane, en Guadeloupe et ailleurs, tu vois. Ils disent la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale. Avec quoi? Avec le port du Havre et le port de Marseille. Vous êtes deuxième puissance? Ou avec vos anciennes colonies que vous gardez et dans lesquelles vous avez encore vos industries, vos entreprises, les Bolloré et compagnie qui continuent à exploiter, profiter sur les Antillais, les Africains, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, en fait, sinon on le dit pas, sinon on le révèle pas, si on n'explique pas la réalité et l'histoire telle qu'elle est et pas leur histoire à eux des Napoléon Bonaparte et des rois et des machins et de faire croire qu'en fait il y a des Noirs et des Arabes qui viennent gratter la CAF. Il y a personne qui vient ni gratter la CAF, ni la Sécu, ni quoi que ce soit. C'est vous qui êtes venus chercher nos parents, c'est vous qui leur avez demandé de rester, de venir travailler, c'est vous qui leur avez dit ramenez vos enfants parce qu'on a encore besoin de votre main d'œuvre, on a besoin que vous paviez les rues de France, on a besoin que vous construisiez les voitures et les bâtiments et on va faire en sorte que vos enfants aussi, ça soit aussi eux des ouvriers pour que nos enfants à nous, ils soient médecins, chirurgiens, avocats, etc., etc. Et c'est pour ça que à la question que tu me posais, pourquoi t'es fils de cheminot, mais parce que c'est le système en vérité qui m'a empêché, tu vois ce que je veux dire? Parce que si je pouvais vivre de mes études d'architecture, si j'avais pu vivre de tout ça, de pas avoir à me soucier de comment je récupère 20 euros pour aller au cinéma ou quoi que ce soit, si j'étais à l'aise, bah, je fais mes études, tu vois. Je continue, je fais mes études. Aujourd'hui, je parlerai avec toi, je serai architecte, tu vois. Enfin, peut-être je parlerai même pas avec toi, peut-être, mais bon. Moi, je regrette jamais rien parce que je suis fier de la vie que j'ai et des parcours et même quand il y a un mal, il y a un bien, comme on dit. Tout à fait. Et donc, voilà, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est toutes ces raisons-là qui t'ont également poussé à être syndicaliste. Ce qui m'a poussé à être syndicaliste, c'est la hagra, comme on dit, tu vois. Mhm. C'est parce que moi, je suis rentré à la base, je suis rentré avec mon bac+2 pour être agent de maîtrise. Il y avait un examen de technicien transport mouvement. Moi, mon métier aujourd'hui, pour que les gens y comprennent, c'est agent circulation. Je suis aiguilleur, j'aiguille les trains de fret au triage du Bourget. Je suis dans des postes d'aiguillage et il y a différentes qualifications à la SNCF et notamment avec le bac+2, ils t'embauchent avec une formation de 2 ans et dans cette formation, ça se passait très bien jusqu'à un moment donné, dans un examen, ils se sont trompés dans la copie d'examen, tu vois. Et du coup, moi, j'ai pesté par rapport à ce truc-là et j'ai vu la machine patronale. Comment t'as osé dire ce qui allait pas, comment t'as osé contester le management, comment t'as osé remettre en question, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comme si t'étais un enfant. Et du coup, ben, tu vois la répression patronale, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu comprends pas du jour au lendemain, tout le monde est contre toi, on te dit que t'es plus le bienvenu dans ton secteur de travail, qu'on va t'envoyer en Picardie parce que ici on n'a plus besoin de toi, on veut te punir d'avoir ouvert ta gueule. Et puis, ben, heureusement, tu as des camarades de Sudrail, le syndicat dans lequel je milite aujourd'hui, qui sont venus, qui m'ont aidé. Quand je leur ai dit la situation, ils m'ont dit, écoute, t'inquiète pas, ils peuvent rien faire. On va faire une demande d'audience à la direction. Et quand on a fait la demande d'audience à la direction, tous ceux qui étaient mes ennemis, c'est devenu mes meilleurs amis. Tout le monde m'a dit, on est fiers de toi, tu vas être content. Ben, on a trouvé un poste pour toi ici. Et moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça marche comme ça. Quand tu es seul et que tu es sincère et tu dis les choses, tu les contestes normalement, sans insulter personne, sans agresser personne, on te respecte pas, on essaie de te broyer et t'appelles un syndicat, t'as peur. Ah bah écoute, si ça marche comme ça, en fait, si vous avez peur des syndicats, eh ben on va syndiquer alors. Nous aussi, on va, tu vois. Et puis, ben, moi, j'ai toujours été comme ça. Tu me donnes, je donne, tu vois. C'est-à-dire, quelqu'un il m'a donné. Moi, je pense à tous ceux qui étaient Moi, j'étais dans une situation où j'allais démissionner de la SNCF. C'est-à-dire que moi, j'ai dit à mes collègues, moi, je vais pas aller en Picardie, je vais pas aller je sais pas où, c'est tout. S'ils veulent me forcer, je démissionne. Et la direction me disait, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous démissionnez. Vous voulez que je parte, tu vois. Et je me rappelle, j'étais dans une situation, frère, où la faim te vient pas. Et pourtant, je suis
je suis bien portant, tu vois ce que je veux dire, mais tu arrives dans un niveau où ton cerveau, il dépasse toutes tes émotions. C'est-à-dire que tu es en train de te dire, mais c'est quoi ce truc-là? Tu vois, tu dors pas la nuit, tu manges pas, tu te dis, mais c'est quoi cette répression? Et moi, je la vois aujourd'hui. Je vois comment il y a des femmes qui sont harcelées, etc. J'ai une amie qui a perdu ses 2 enfants, une camarade de la RATP, tu vois, à cause de la pression, à cause de la répression. Elle était machiniste à la RATP, elle a perdu ses deux enfants en grossesse. Elle est enceinte, ok. Elle était enceinte, tu vois. Il y a eu une camarade aussi c'était du côté de Bordeaux, qui pareil, par rapport à la répression, en fait, elle avait dit salut à quelqu'un de loin, on lui a dit qu'elle avait fait le salut nazi, tu vois, quelqu'un qui l'aimait pas et qui a fait ce truc-là de dire qu'elle a fait le salut nazi. Elle était enceinte et elle a perdu son bébé à presque 3 mois de grossesse. C'est-à-dire que la répression, en fait, et la manière dont ça joue sur le cerveau, sur l'état psychique est incroyable. Et moi, je me rappelle que cette époque-là, j'étais pas bien parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. C'est vous êtes en train de me niquer. Et puis, moi, je dis juste que vous m'avez niqué et maintenant, vous voulez me broyer en plus. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi? Et heureusement, et du coup, comme je dis, les gars de Sud sont venus, ils m'ont donné, bah moi je donne à tous les Anas Kazib que je pourrais dans le chemin croiser et qui eux aussi se font mettre la misère. Et je suis content, il y a plein de gens que j'ai pu... malheureusement, il y en a plein qu'on peut pas et qu'on voit pas parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux, parce qu'on est critiqué, parce que le patron aussi, il sait... faire en sorte que les règles du jeu, elles continuent à lui appartenir, de ne pas se faire déposséder de son système. Mais on a réussi à sauver des gens, à permettre que des gens qui se faisaient discriminer sur leur déroulement de carrière, ils puissent l'avoir, de femmes qui, quand elles étaient en période de congé maternité, ben on les oubliait, des augmentations de salaire, voilà, on a pu permettre de rattraper toutes ces personnes-là. Et puis, bah, ce qui m'a fait amener à la politique, c'est la réalité que le syndicalisme, c'est bien pour le local, c'est bien pour aider les gens directement, mais à l'échelle du système, par rapport à des histoires comme celle d'Adama Traoré, à ce qu'on vit en fait lorsqu'il y a des contre-réformes, lorsqu'il y a des mouvements comme les Gilets jaunes, lorsque aujourd'hui tu as l'essence, le gaz, l'électricité, tout ça qui augmente, le syndicalisme ne répond pas à ces besoins-là. Et ce qui pour moi répond, c'est la question politique, c'est de comment en fait on dit aux gens, il faut prendre ses affaires en main, il faut s'émanciper, il faut lutter pour son émancipation. Bien. Et prendre le flambeau politique. Parce que sinon, on ne prend pas ce flambeau-là de la politique et qu'on ne décide pas de s'organiser, de se coordonner, ils savent mieux le faire que nous. Macron, Zemmour, ils savent tout faire. Ils ont les médias, ils ont la police, ils ont la justice, ils ont les avocats, les huissiers. C'est coordonné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de gens comme toi et moi dans la vie qu'il y a des éditorialistes ou des avocats ou des Zemmour dehors. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est eux qui ont pignon sur rue à la télé, tu vois. C'est eux qui monopolisent. C'est ouf quand même. Je sais pas moi, dans ta journée, tu croises combien de politologues ou d'éditorialistes à la télé? Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu représentes rien? Tu représentes 0,0001% de la société, mais c'est toi qui représente 90% des gens qui passent à la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui monopolise la pensée. Tu penses ça, alors tout le monde doit penser ce que toi tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Zemmour, il a pris une arme et machin, et on va parler de Zemmour, et on va vous forcer. Et Zemmour, il a dit les prénoms, et on va vous parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on te parle de rien d'autre que ce que eux ont envie de faire. Donc nous, on a besoin de s'approprier tout ça? Non, bien sûr. Bien sûr que c'est calculé. J'ai vu un coup de gueule, là, il n'y a pas longtemps. C'est vrai? De moi? Bien sûr. Sur TPMP? Aussi, mais t'étais dans ta voiture, dans l'autre coup de gueule. Ah, ok. Je fais beaucoup de coups de gueule, moi. Ouais, Zemmour. Ah, sur Zemmour, oui. Oui. C'est incroyable, déjà, la force des médias. Je sais pas si tu as vu cette photo, là, où il y a toutes les caméras et il y a au moins 30 micros autour de lui. Ça dit quelque chose du fait que les médias, faut pas oublier, ils vendent du Colgate, ils vendent des Pampers et des Fiat 500, tu vois. Ils vendent des pages publicitaires. Ils orientent aussi politiquement ce qui se passe. Mais c'est pas tout, parce qu'en vrai, ils pourraient le mettre et que ça ait aucun écho. Ça a quand même un écho relatif dans un secteur particulier de la droite bourgeoise, tu vois, qui est de plus en plus réactionnaire, qui est de plus en plus radical, en fait, qui se radicalise avec le discours de Zemmour. Heureusement, parce que lui, son souhait, ça aurait été de gagner un peu les classes populaires. Il n'y arrive pas, parce que les classes populaires,
bah, elles ont vécu le mouvement des Gilets jaunes, comme je disais. Elles ont vu les grandes mobilisations avec le comité Adama après la mort de George Floyd, autour de Black Lives Matter, tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé, et je pense qu'ils commencent à comprendre de plus en plus que les intérêts, ils sont entre ceux d'en bas, en fait. Et que ceux d'en haut, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Parce qu'au final, quand Zemmour, tu déblayes tout son blabla xénophobe, raciste, fasciste, etc., qu'est-ce qui reste? Le gars, il est pour la baisse du SMIC, il est pour l'augmentation du temps de travail, il est pour l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est un libéral. Il est pour en finir avec un certain nombre de choses, la fonction publique, etc. Le gars, il est anti-journaliste. La preuve étant que là, toute la polémique qui sort, c'est parce que le gars avait déjà dit qu'il fallait en finir avec les contre-pouvoirs. Le mec a dit qu'il faut en finir avec les contre-pouvoirs. La justice, les médias, et il a dit les minorités. Il a dit que les minorités, en fait, étaient des contre-pouvoirs. C'est des minorités, mais pour lui, elles sont en contre-pouvoir. C'est déjà trop, tu vois. Qu'il y ait des minorités, c'est-à-dire des militantes, des militants pour les droits LGBTI, qu'il y ait des militantes et des militants antiracistes, féministes, etc. C'est des minorités qui le gênent. Faut qu'elles ferment leur gueule, ces personnes-là, tu vois. Et donc, c'est dingue comment ce mec-là, en fait, aujourd'hui, eh ben, il monopolise la parole médiatique. Hier, on faisait un meeting à Paris dans le 13e, comme je te disais. On a fait au moins plus de 450 personnes. La salle était bondée, sans une ligne d'aide dans la presse, ni rien. J'ai pas fait un plateau télé depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Et on a blindé la salle, il y avait des gens dans les couloirs, etc. La scène, il y a un gars qui est venu qui a dit « Moi, Anna, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Dans quel meeting de présidentiel on peut voir des collectifs de familles de victimes? Il y avait Assa Traoré qui était là, il y avait le comité Gay Camara, il y avait le comité pour Claude Jean-Pierre qui a été tué sous les mains de la gendarmerie en Guadeloupe, tu vois, qui était présente. Il y avait des travailleuses du nettoyage de Honnête, des gares parisiennes, des travailleurs de la RATP, de Transdev, etc. Tu vois, donc. Et il y avait des militants de la jeunesse, il y avait des militantes pour les droits LGBTI, tu vois, des Noirs, des Arabes, des Blancs, des jeunes, des moins jeunes. On n'a jamais vu ça. Et il n'y a pas un média qui s'est déplacé. Pas un seul. Pas une seule tribune. Pas une seule. Par contre, Zemmour, il prend une arme, il est dans un salon, il a 200 caméras autour de lui, tu vois. Alors que le gars, il est au Figaro, ça fait des années, il est au Figaro, ça fait des années, il a CNews, il était chez On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. C'est un gars qui est déjà du sérail, il est déjà à la télé. Et en plus de ça, on lui donne encore plus de visibilité, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, comme je dis, hein, on va faire notre place de force, on va la faire au pied de biche, on va l'ouvrir, cette porte des présidentielles. On va leur montrer notre gueule qu'ils veulent pas voir, ils veulent nous invisibiliser, ils veulent faire comme si on n'existait pas, ils ferment les yeux, tu vois. C'est ça ce qu'ils font. Quand ils viennent pas, quand ils déplacent même pas un petit stagiaire, ne serait-ce que pour dire, tiens, va quand même, guette, on sait jamais, peut-être si, tu vois, va regarder, tends un micro, prends quelques images. Ils font même pas ça. Ça veut dire, c'est comme s'ils mettaient les mains devant les yeux, t'existes pas. Je te regarde pas, je sais même pas t'es qui, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'es pas quelque peu le caillou dans la chaussure? La personne qui veut pas lâcher le steak, qui va toujours déranger. Je sais pas si je suis le caillou dans la chaussure. Je pense qu'on est plein de cailloux dans la chaussure du pouvoir, du système. Moi, j'ai été aux Grandes Gueules sur RMC pendant 2 ans. J'étais chroniqueur là-bas, tu vois. Bien sûr. Et ils m'ont viré pareil, de la même manière, en fait, parce qu'à un moment donné, la parole, elle est trop subversive. Et elle est trop subversive dans une période terrible, c'est-à-dire celle de la crise sanitaire, avec le confinement qui est arrivé. Et moi, je sais de sources sûres que, en fait, c'est le patron du groupe, Drahi, qui a demandé ma tête. Et c'est même pas lui qui a demandé en vérité ma tête, parce que Drahi, il sait même pas qui je suis, tu vois. Mais celui qui a demandé de dégager, c'est Macron. C'est pour ça que les milliardaires, ils sont à la tête. C'est même pas complotiste, hein, ce que je dis. Hein. Franchement, c'est la réalité. Hein. Les milliardaires, ils détiennent tous les médias. Le Monde, Libération, L'Express, BFM, CNews, etc. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils veulent défendre aussi leurs intérêts. Tu crois qu'ils vont accepter que le gars, il est là, il critique le capitalisme, il critique la fraude fiscale, il critique les gars qui tiennent ces télés-là? Non, ils veulent bien le faire pour essayer de faire semblant qu'il y a un peu une démocratie. Tu vois, regarde, t'es dans la chaîne d'un milliardaire, mais on te laisse dire le capitalisme, machin. Mais le moment où ta parole, elle devient trop dangereuse pour le système, c'est-à-dire que ta parole, elle devient dangereuse dans quel sens? Dans le sens où elle peut commencer à convaincre plus largement avec
la réalité de ce que les gens y voient. Et notamment le confinement, ça a été une expérience incroyable pour beaucoup, tu vois, d'être limité de sortie. Les gens commencent à voir le service public hospitalier, comment il était dézingué. Tu vois ce que je veux dire? Et pas de masque. On me disait les masques, ça sert à rien. Moi-même, je sais pas les mettre. Tu vois, enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ceux qui travaillent, qui étaient en première ligne, c'était qui? C'était les ouvriers. C'était les gens du nettoyage, les gens qui font Uber, Deliveroo, les précaires, tu vois. C'était eux qui étaient en première ligne. Ils ne savaient pas c'était quoi le confinement. Ils n'ont pas été confinés, eux. Ils ont travaillé à Auchan, à Carrefour. Ils transportaient des palettes, les coursiers, etc., tu vois. Et donc, quand toi, tu dis ça tout le temps et que là, tu as un événement à l'échelle planétaire qui confirme l'ensemble de tes dires, ben, à un moment donné, on te balaye parce qu'on dit, lui, ça va être chaud. Parce que là, quand c'est le folklore, c'est sympa, c'est le gauchiste, tu sais, il est là, syndicaliste, machin, il parle des grèves, laisse-le. Mais là, c'est dangereux. Parce que là, il y a des trucs pour de vrai, tu vois, qui se passent. Donc, faut le soulever et faut le dégager d'ici, tu vois. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tes parents voient d'un bon œil le fait que tu sois tant médiatisé, le fait que tu sois en première ligne à chaque fois? Je suppose qu'ils sont venus sur la pointe des pieds ici. Ils sont pas habitués à ça, à tout ce remue-ménage. Je sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais je sais que tu m'as compris. Oui, non, mais moi, mes parents, ils me soutiennent à 1000%. Ils sont fiers. Après, c'est vrai que c'est normal. Les parents, ils s'inquiètent aussi, tu vois. Ils s'inquiètent aussi qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Et voilà, tu vois. Après, je pense que la fierté enlève la crainte, tu vois, en vrai. Je pense qu'ils voient qu'on fait des choses sérieusement. Au début, je pense qu'ils étaient plus inquiets que ça, tu vois. Parce qu'ils se disaient faire attention, tu vois. Ils voyaient pas bien encore qu'est-ce que je faisais, le militantisme, tu vois. Et je pense là, ils ont vu qu'on a une vraie organisation sérieuse, tu vois. Il y a des camarades qui veillent sur moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, les camarades de Révolution Permanente, c'est ma famille, tu vois. C'est des gens, si demain il se passe quelque chose, s'il faut me ramener de l'argent au parloir ou me ramener à manger ou peu importe, ou s'il faut me protéger, ou tu vois, ils donneraient leur vie pour WAM, tu vois. Comme moi, je donnerais ma vie pour eux. C'est comme ça, on se protège, parce qu'on revendique l'histoire révolutionnaire. Tu vois, les révolutionnaires, parfois, il peut leur arriver des choses, tu vois. Parce que le moment où... Après, moi, je me mets pas cette pression-là, tu vois. Il y en a beaucoup, des fois, ils me disent « Ah, frère Coluche, tatati, tatata », tu vois. Il y a beaucoup de... Fais attention à ça. Moi, je me battrai jusqu'au bout, tu vois. Je peux mourir en traversant le passage piéton. Je peux me faire téplan demain par je sais pas qui, tu vois. J'en ai aucune idée. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Il faut pas s'arrêter. Parce que mettre la peur, ils essaient de distiller la peur dans les cerveaux. Adama Traoré, il était quoi? Il était trotskiste, Adama Traoré. C'était Coluche. Il était qui, Adama Traoré? C'était un jeune de 24 ans. Il n'avait pas envie de se faire contrôler le jour de son anniversaire. Et il est mort. Ibo, c'est pareil. C'était un jeune qui faisait de la bécane. Il n'était pas en train de faire des débats face à Macron. Et il est mort. Tu vois. Guy Camara, il a pris 8 balles. 8 balles, frère. 8 balles, il en a pris une qui l'a tué. Et ils ont 2 non-lieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ces gens-là, ils étaient révolutionnaires? C'était pas des révolutionnaires, c'était des jeunes de cité. Et moi, je peux pas attendre que me dire, est-ce que mon fils ceci, d'être en stress, tu vois, comme toutes les daronnes, comme toutes les grandes sœurs, les grands frères, d'être en stress, de se dire, putain, ça fait 1 heure, il aurait dû être là, tu vois, de pas savoir. Cédric Chouviat, il faisait quoi, Cédric Chouviat? Et il t'a fait, frère. Pour nous, ça peut dégénérer en rien. En une marche arrière de camion de police. En une parole de travers. En fait qu'il y en a un, il a envie de te faire un plaquage ventral et de te piétiner comme ils ont fait avec Adama Traoré, comme le policier Derek Chauvin a posé son genou sur la nuque de George Floyd. Est-ce que George Floyd, il était marxiste? Non, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut pas, quand on voit toutes ces injustices-là, si tu commences à avoir peur, tu vis dans la peur et
À quoi ça sert? C'est très À quoi bien. ça sert de vivre si t'es en flip toujours, tu vois? Donc, advienne que pourra. Moi, je reste serein. Et j'ai du monde autour de moi. Et l'essentiel, c'est pas Anaskazib. L'essentiel, c'est le combat qu'on porte, qu'on mène, tu vois? Moi, je suis trotskiste, comme je t'avais dit. Trotsky, il a été assassiné en 1940 par un agent de Staline, Tout à fait. tu vois, qui lui a mis un coup qui s'est lié d'amitié, 1 an avec lui, 1 an, jusqu'au jour où il lui a tendu un livre. Et quand Trotsky a penché sa tête pour lire le livre, il a sorti un piolet, petite pioche, et il lui a fracassé le crâne avec, t'imagines? 1 an d'amitié, tu vois, pour ça. Et Trotsky, bah, c'est l'un des protagonistes de la révolution d'octobre de 1917. C'était le chef de l'armée rouge, tu vois, il était au front, partout. Ils ont fait de la prison, ils se sont évadés de prison, ils ont été exilés de force en Turquie, en France, en Norvège et ailleurs, tu vois. Mais jusqu'au bout, jusqu'au Mexique, ils continuaient à critiquer. Et Churchill, il disait, alors qu'il était en exil, Churchill, il disait de Trotsky que c'était l'ogre révolutionnaire. T'imagines, le gars, il était isolé, il était exilé, et sa parole, c'était comme un ogre révolutionnaire, en fait, à quel point elle pesait, et à quel point, en fait, toi, t'es exilé, et on est capable de t'envoyer un agent pour te tuer, tu vois, à quel point le danger, en fait, la parole politique, parce que ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, nous, on a tout à gagner. On est déjà exploité, on est déjà opprimé. Et c'est quoi notre situation? Elle peut que s'améliorer, tu vois. Ça. Et donc, en sachant tout ça, excuse-moi de t'interrompre, vas-y. Ça te met pas quand même dans un mood un peu paranoïaque? Trotsky, tu le cites à plusieurs reprises. Ouais. Non, ça me met pas dans un mood paranoïaque. Au contraire, ça me donne de la détermination de ouf, tu vois. D'accord. Enfin, je me dis, tu vois, c'est dingue. Moi, j'étais pas fait pour rencontrer le trotskisme, tu vois. Toi comme moi, quand est-ce qu'on a entendu parler de Trotsky? C'est dans un paragraphe en 3e. Absolument. Pour le brevet blanc, on nous met Lénine, Trotsky, Staline, clac, clac, Hitler, les 30 glorieuses, tu comprends rien, je sais même pas qu'est-ce que tu as étudié. Et après, plus tard, bah, j'ai eu la chance de commencer pour moi, la première fois que les camarades qui m'ont convaincu de militer politiquement avec eux, c'était pendant la loi El Khomri, la loi travail, en 2016. À l'époque où il y avait Nuit debout, je les avais rencontrés à Nuit debout, tout ça. Et ils m'ont dit, ouais, nous, on est trotskistes et tout. Ah, moi, j'ai dit, la famille, moi, je veux pas de problème, là, vos trucs, là, Trotsky, là, le goulag, patati patata, tu vois. Mais parce qu'on connaît rien. Parce qu'on nous a pas appris, on veut pas nous apprendre. Moi, Marx, je savais pas c'était quoi Marx. Parfois, on va pas chercher l'info également. Parfois, on va pas chercher l'info, mais on veut pas nous la transmettre. On veut pas nous la transmettre parce que aujourd'hui, si t'as pas des gens pour te transmettre cette information-là, c'est pas le pouvoir qui va te la transmettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, soit tu peux compter sur des relais. Moi, je savais même pas c'était qui Sankara. Combien de jeunes demandent? Va dans un quartier, demande à... Moi, je suis sûr qu'au moins 7 ou 8 personnes sur 10 va te dire, je sais pas c'est qui Sankara. Ou peut-être il en a entendu, mais il sait pas. Les gens, ils connaissent pas le passé colonial. Ils savent pas les dates d'indépendance du pays de leurs parents. Tu vois ce que je veux dire? On leur a effacé de cet imaginaire-là l'histoire, en fait. Tu vois? On veut pas leur enseigner. Parce que qui apprend et qui sait l'histoire, il sait ce qu'il doit faire, en fait. Il est conscient, en fait, de pourquoi il vit dans cette situation-là. Pourquoi il y a des difficultés. Que la mort d'Adama Traoré, je vais pas dire a été prévisible, pas celle d'Adama Traoré, mais la mort d'un jeune des quartiers populaires, quand tu connais les 60 ans du 17 octobre 61 où on a noyé des Algériens, lorsque tu sais le passé colonial, qu'on a décapité des gens pour faire des exemples, qu'on a violé des femmes africaines, tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu sais tout ça, lorsque tu connais le passé sanguinaire en fait, lorsque tu sais que les communards, la commune de Paris, il y a eu plus de 30 000 morts en fait. Ils ont fait une boucherie. Ça a été une boucherie, la commune de Paris. Ils n'ont pas cherché à laisser les gens vivants. Ils sont venus pour les tuer, tu vois. Lorsque tu sais ça, tu relativises en fait. Pas tu relativises, mais tu comprends mieux pourquoi on tire au flashball dessus. Tu comprends mieux Zied et Bouna. Tu comprends mieux le rôle de la police, tu vois. Pourquoi la police, elle n'arrête pas Balkany? Pourquoi la police, elle n'arrête pas Cahuzac? Pourquoi elle n'arrête pas Darmanin? Tu vois. Il y a un système coercitif, tu vois ce que je veux dire? Et non, moi, franchement, je suis pas... Il n'y a pas de paranoïa. Il faut avoir la lucidité du système dans lequel on est.
Faut pas donner le bâton pour se faire battre. Faut être intelligent. Comme je dis, ils sont coordonnés, ils sont organisés. Et moi, c'est pour ça que je fais en sorte qu'on se coordonne, qu'on s'organise le plus. Et plus c'est difficile à t'attraper et mieux c'est pour nous, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ils aimeraient aussi détruire la figure d'Assa Traoré. Tu vois, Assa, combien de procès elle a? Ça doit être la femme de banlieue qui a le plus de procès. Dès que la famille Traoré ouvre la bouche, il leur colle un procès derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Bagui Traoré, son frère, il a fait 5 ans. C'est le dernier à avoir vu Adama Traoré en vie. C'est le dernier à avoir vu son frère en vie. Ils l'ont enfermé. Ils lui ont attribué les révoltes du quartier de Boyenval. Et puis, arrivé au procès, il laisse tomber toutes les charges. Ah, finalement, il n'y a rien contre lui, on laisse tomber. T'imagines, toi? Mais vous avez détruit un homme. Il y a un homme, il a fait 5 ans de placard. Vous l'avez accusé. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve que l'affaire de Bagui Traoré, c'est un scandale. C'est un scandale d'État. Moi, j'ai été scandalisé, je ne sais pas si tu te souviens, de l'affaire d'Omar Haddad. Bien Omar sûr. m'a tué, ça Bien nous a sûr. marqué. Moi, ça m'a. Bien sûr. C'est une histoire qui a marqué ma jeunesse. Mais pour moi, l'affaire de Bagui Traoré, même si c'est pas sur la mort de cette femme, de cette propriétaire qui était la patronne de Omar Haddad, il y a pas de. Mais c'est suite à la mort d'un homme qui était son frère quand même. C'est encore pire, c'est-à-dire que tu l'accuses d'avoir voulu tuer des policiers ou des trucs comme ça, de l'enfermer 5 ans en prison. Omar Haddad, je crois, il a fait 8 ans de prison. Tu vois, Bagui Traoré en a fait 5. Et au final, ceux qui t'ont accusé, qui t'ont envoyé au placard, ils disent bon, finalement, on laisse tomber les charges parce qu'il n'y a rien. Eux-mêmes ont abandonné. C'est même pas le juge. Ils ont dit on abandonne les charges. Mais tu t'as détruit la vie d'un homme. Et ça fait pas une ligne, en fait, dans la presse. Tu vois ce que je veux dire? La presse ne s'était pas déplacée. Les gens ne se sont pas déplacés massivement, tu vois. Il n'y a pas d'indignation. Les sociologues, les éditorialistes, les gens en parlent peu, tu vois. Et malheureusement, bah, moins ça parle dans les médias et moins dans nos quartiers populaires, on en parle parce que bah, les gens, ils suivent Insta, frère. L'autre, il te vend de la crème, l'autre, il te vend, il te vend des fers à repasser, tu vois ce que je veux dire. L'autre, il est en train de faire de la crypto-monnaie à Dubaï. Ils veulent faire croire aux gens que tout le monde va devenir milliardaire, tout le monde va devenir... tu vois, moi, ça me... Mais bon. D'accord. En tout cas, c'est deep tout ce que tu dis, hein, et c'est très juste, malheureusement. Donc, Anas le marxiste. D'accord? Le modèle économique russe, chinois, te parle? Oui, ça me parle, mais ce que je dis, moi, c'est que le système communiste, en fait, c'est-à-dire une société sans classe et sans État, n'a pas vu le jour en réalité. C'est-à-dire que la révolution d'octobre, avec la mort de Lénine, etc., avec la prise du pouvoir par Staline et autres, c'est pas allé jusqu'au bout, tu vois. Et la révolution chinoise aussi, vu qu'il y avait à l'époque Staline, du coup, il y a eu la main stalinienne, en fait, sur la révolution chinoise. Mais ce pourquoi nous on se bat pour une société qui est totalement différente, mais qui reposerait sur la fin des antagonismes de classe, sur la fin du fait que aujourd'hui, en France, les 500 familles les plus riches, elles pèsent la moitié de la richesse de la France. Tu vois, 500 familles. À l'échelle mondiale, tu as 26 milliardaires, ils détiennent la moitié des richesses de l'humanité. 26. Une classe de CM2, frère. Une classe de CM2, aujourd'hui, elle détient la moitié des richesses de l'humanité. Elle peut couper la terre en deux, dire cassez-vous les pauvres de l'autre côté, la moitié de la terre, elle est à nous. On fait ce qu'on veut. Tu vois, ils vont dans l'espace. Le patron d'Amazon, il allait dans l'espace, il a dit c'est grâce à vous. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas dit c'est grâce à moi, il a dit c'est grâce à vous. C'est parce que c'est vous qui consommez, c'est vous qui travaillez. C'est grâce à votre exploitation que j'arrive à me faire des kiffs comme ça, tu vois. Donc, c'est d'en finir avec ce modèle-là. De guerre, tu vois, de guerre, de destruction de la planète. Il y a une urgence aujourd'hui climatique qui échappe à plus personne. Quand il y a des sécheresses, quand il y a des incendies, quand il y a des inondations et autres, tu vois, on n'a plus le temps d'attendre. C'est même plus une utopie. Moi, je dis, les gens, ils disent les révolutionnaires, c'est des utopiques. Moi, je dis, vous êtes fous. Nous, au contraire, on est les plus réalistes. Ceux qui sont utopiques, c'est ceux qui pensent que le système, il peut continuer encore comme ça, avec des crises à répétition.
des crises sanitaires, des crises économiques, des crises climatiques, des milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Vous pensez que ça, c'est réaliste? Non, non. Ça, c'est au contraire purement utopique. Maintenant, pour pouvoir détruire tout ce système et tout ce qu'eux ont mis sous contrôle, eh ben, il va falloir se coordonner, il va falloir s'organiser. Et tu as des contre-exemples là Des contre-exemples sur quoi? sur ce que tu avances? De forme de coordination. Nous, on essaie de le faire à l'échelle de nos luttes, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, les gens, ils les traitaient de racistes, etc. Bah, nous, on est avec le comité Adama à l'époque et notre collectif de cheminots, on était à peu près 300 cheminots. On a fait des appels pour se lier avec le mouvement des Gilets jaunes, le renforcer, l'appuyer, etc., tu vois, pour éviter que justement ils soient salis. Et on a lutté à leur côté. Et je pense qu'au-delà même de ça, il faut regarder le retour de la lutte de classe à l'échelle internationale. L'Algérie face à Bouteflika, le Myanmar en Birmanie contre la junte militaire, à Hong Kong contre le gouvernement chinois, toutes les mobilisations latino-américaines en Équateur, au Chili, en Colombie, les mobilisations immenses après la mort de George Floyd. Il y a un noir américain qui est mort à Minneapolis, il y a 500 000 personnes à Berlin qui défilent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le quartier de Sheikh Jarrah en Palestine qu'on essaye d'exproprier pour mettre des colons israéliens et ça met des manifestations dans le monde entier en fait en soutien à Sheikh Jarrah et à la bande de Gaza. Tu vois, donc il se passe quelque chose. On voit ces luttes-là, on voit ces mobilisations-là, on voit à quel point ils ont peur, tu vois. Qui aurait pensé, après le printemps du jasmin, la révolution du printemps arabe, en fait, que les Ben Ali, etc., allaient se faire gifler, courir, se planquer, tu vois ce que je veux dire? Qui aurait pu croire ça, en fait? Rosa Luxembourg, qui était une révolutionnaire allemande, elle disait une phrase magnifique, elle disait, pour paraphraser parce que c'est pas les mots exacts, mais elle disait en gros... lorsque on parle de révolution, ça paraît impossible jusqu'au moment où elle est là et elle devient inévitable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire dans l'imaginaire de tout le monde, on dit, ah, frère, les gens, ils veulent pas, patati patata. Les gens, c'est leur téléphone, ils pensent à Snap, ils pensent à Insta, ils suivent des youtubeurs, ils regardent les gens, ils veulent les petits, ils veulent jouer à Fortnite. Mais moi, je pense que tout ça, c'est une fausse image de la société. Je pense qu'il peut y avoir parfois un endormissement, mais il suffit d'une étincelle. Moi, jamais de la vie, j'aurais cru que des gens qui vivaient au fin fond de la Bourgogne, au fin fond de la Franche-Comté, de je sais pas quel territoire de France, un jour, ils allaient monter à Paris, ils vont dire hey, Macron vient te chercher chez toi. Ils vont monter dans l'Arc de Triomphe. Ils vont écrire sur l'Arc de Triomphe, les Gilets jaunes triompheront, et à côté, justice et vérité pour Adama. Moi, jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Tu vois, il y a une femme, moi, je m'en rappellerai, je la cite souvent, une gilet jaune que j'avais rencontrée en manifestation. Elle m'avait dit, moi, Anas, avant, j'étais raciste. Mais depuis que je suis gilet jaune, je suis plus raciste. Mais avec une lucidité incroyable. Elle a dit quoi? Elle a dit, quand je vois ce que la police et le pouvoir est capable de nous faire en plein jour, avenue des Champs-Élysées, avec toutes les caméras, BFM, tout ça, quand je vois ce qu'ils nous font, j'ose même pas imaginer ce qu'ils font aux jeunes des quartiers populaires à 3h du matin dans les banlieues. T'imagines? Cette lucidité, cette dame qui savait même pas c'était quoi les quartiers populaires, qui voyait les quartiers que à la télé, qui voyait que les Arabes et les Noirs qu'on critique, qu'on fait passer de violents, etc., de racailles, de territoires perdus de la République, de zones de non-droit, etc. Toi-même, tu sais, c'est tout le discours martial militaire. Et que quand elle fait sa propre expérience dans la lutte de classe, elle arrive à en finir avec le racisme qu'elle avait dans sa tête et à comprendre en fait que la police, qu'au demeurant, elle respectait de ouf parce qu'elle se disait, moi, je suis une petite dame, j'ai pas de problème avec la police. Et qui voit qu'en fait, que quand elle, son problème aujourd'hui, c'est son frigo, son assiette, et qu'elle sort pour dire, moi, j'ai un problème parce que j'arrive plus à me loger, à me nourrir et à me chauffer correctement, aidez-moi, et que l'aide qu'on lui donne, c'est de lui tirer dessus au flashball, tu vois ce que je veux dire? Elle se dit, peut-être que finalement, ces Arabes et ces Noirs, en fait, ce qu'on nous raconte sur eux, c'est peut-être la même chose qu'on raconte sur nous, les gilets jaunes, et qu'on essaie de nous faire passer pour des séditieux, des violents, comme il disait, des séparatistes, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, tout ça, c'est des exemples concrets qui montrent que dans le tableau noir, il y a heureusement une grande lueur d'espoir et qu'on voit qu'ils sont pas à l'aise. C'est pour ça qu'il y a des Zemmour, c'est pour ça qu'il y a des Le Pen, c'est pour ça que maintenant, ils essaient de diviser parce qu'ils voient que la gueule de la classe ouvrière,
elle a la gueule de blanc, de noir et d'arabe Elle est qui luttent ensemble. diversifiée. Elle est diversifiée. Elle est diversifiée. Ils luttent ensemble. Ils luttent ensemble contre un ennemi commun. Et eux, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de diviser. C'est de dire, t'as vu Jean-Pierre, tes problèmes, c'est à cause de Mamadou là-bas. C'est lui, Mamadou, qui fait tout ça. Il lui dit pas que son problème, c'est que le patron, il a pris des millions, il a fermé l'entreprise et c'est ça, à cause du patron qu'il est au chômage, qu'il n'arrive pas à chauffer, tu vois. Il lui dit, c'est Mamadou. T'as vu, regarde, il fait des roues, il fait de la bécane. Il lui dit pas que Mamadou, il kiffe la bécane, en fait, mais qu'il n'y a pas de terrain de cross. On lui met rien du tout. Nulle part où il peut faire de la bécane en sécurité. On lui met pas des cinémas, on lui met pas des musées, on lui laisse rien faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça ce qu'ils essayent de faire. Parce qu'ils savent que sinon, Jean-Pierre et Mamadou, ils ont les mêmes intérêts communs, en fait. Ils ont les mêmes intérêts de classe. Parce que les deux, ils sont précaires, les deux, ils galèrent, et les deux, ils sont exploités par le même système, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À tous les niveaux. Même le petit boulanger, quand il y a des grèves, des manifestations, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, regardez, le petit boulanger, il est obligé de fermer à cause de votre manifestation, vous n'avez pas honte, il souffre, etc. Mais quand toi, tu fraudes le fisc là-haut, là, quand il y a les Pandora Papers, quand vous brassez des milliards que vous cachez, il est où le boulanger là-dedans? Tu vois? Il y a pas le boulanger, vous n'en avez plus rien à faire. C'est-à-dire que le boulanger, quand ça vous permet, vous, de vous couvrir, vous l'utilisez. Mais au final, quand vous avez besoin de planquer l'argent, le boulanger, vous savez pas qui il est. Bah, moi, je dis le boulanger, en vérité, il a les mêmes intérêts communs que nous. Et il devrait se battre avec nous, à nos côtés, en fait, contre la petite poignée, l'infime minorité, en fait, comme je disais, c'est les 26 milliardaires, les 500 familles ici en France les plus riches qui nous exploitent, nous oppriment et avec lesquels, bah, il va falloir accepter un moment de se batailler et de ferrailler contre elles, quoi. Et t'en es où là au niveau des signatures? Bah, au niveau des signatures, comme je t'ai dit, nous, on a franchi le cap des 100 premiers parrainages le week-end là, du 15 octobre. On avance et c'est un barrage antidémocratique de ouf, je dis la vérité. Même ceux qui regardent cette interview-là et qui veulent nous donner de la force, ils sont les bienvenus. Il y a un site de campagne, c'est www.anaskazib2022.fr. Il y a une rubrique « Participer à la campagne avec nous ». Il faut savoir que il faut 500 signatures dans 30 départements différents. Déjà, si les 500, c'est pas suffisant, il faut qu'en plus de ça, ça soit dans 30 départements différents. Si tu n'as pas les 500 signatures, tout l'argent que tu dépenses dans la campagne n'est pas remboursé. Ça veut dire demain, si tu as 450, tout la moindre gouttelette d'essence que tu as mis n'est pas remboursé. D'accord? Faut savoir que ce truc-là d'aller chercher les signatures, c'est une signature sur 30 maires. Il faut qu'on voit, pour avoir, nous, les 500 signatures, il faut qu'on ait vu 15 000 maires. 15 000 maires pour 500. Alors que les grands partis, ils n'ont même pas besoin de faire ça. Ils envoient juste des mails et les maires qui sont encartés à l'UMP, au Parti Socialiste, ils leur remontent d'un coup. François Fillon, il avait eu quasiment 3600 signatures. Il n'a même pas besoin de... Même 501, c'est trop. 501, c'est pas suffisant. 500, c'est bon. Ils en avaient 3600. Pour faire quoi? Tu fais quoi avec? Tu l'épingles quelque part? Non, c'est pour liquider au maximum et t'empêcher toi d'y aller. Et le pire, c'est que les 500 signatures, ça existe qu'en France. Avant, c'était 100 signatures. Quand est-ce qu'ils sont passés à 500? Après l'annonce de la candidature de Coluche. Parce qu'ils avaient peur. Et tout le temps, on nous dit que ça. Notamment nous, dans les quartiers populaires, on nous dit que ça. Ah, t'es pas content? Mais va, présente-toi. Présente-toi, va dans les élections, tout ça. Alors, on nous autorise maintenant, tu sais, municipal, départemental. Mais on voit, on n'a pas de moyens, on peut pas faire les mêmes campagnes que... Ouais, c'est pas facile tout ça, mais est-ce qu'avec tous ces obstacles-là, tu restes toujours optimiste? Ou c'est une utopie? Ah non, au contraire, comme je t'ai dit sur l'utopie, pour moi, c'est ultra réaliste. Ultra réaliste. Tu vois? C'est tout ce que je dis, c'est parce que j'y crois à 1 milliard de %. Moi, je lisais Picsou Magazine, comme je dis. Je lisais Picsou Magazine. Ça m'intéressait pas, les livres, l'histoire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette histoire-là, qui a existé, tu vois, qui me donne une boussole politique, une stratégie pour lutter, en fait, elle m'intéresse. Il faut toujours... Souvent, on me dit, ouais, mais ça, c'était avant. Non. Si t'apprends pas, en fait, tu vois, comment tu vas apprendre, en fait, si tu regardes pas ce qui s'est fait dans l'histoire, tu vois. Alors après, tu peux construire aussi une histoire
différente, tu vois, et ta propre histoire. Parce que bien sûr, 2021, c'est pas 1910 ou je ne sais quoi, tu vois, c'est pas les mêmes coordonnées. Mais si tu n'apprends pas de l'histoire, en fait, à quel moment tu vas apprendre, tu vois? On a toujours besoin d'apprendre des anciens. Il faut arrêter de faire croire qu'on est autosuffisant, qu'on a besoin de personne, qu'on s'est fait... Moi, des fois, j'entends, je me suis fait tout. Tu t'es fait quoi? Avec quoi? D'où tu t'es fait tout seul? Et faut arrêter cette pensée individualiste systématiquement. Tu vois ce que je veux dire? Et non, moi, j'y crois énormément, en fait. Je suis ultra convaincu. J'ai 2 enfants. Un de 9 ans et un de 6 ans. Notre génération... Il y a 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 300 000 SDF dans les rues de France. Il y a nos familles au pays et nos frères et sœurs partout à l'échelle internationale, ce qui vivent, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'au fin fond des quartiers de Dakar. Tu vas à Brooklyn, tu vas à Philadelphie, tu regardes les gens, comment ils vivent la misère, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est-à-dire que notre génération, c'est celle-là. C'est terrible. Mais qu'est-ce que ça va être pour nos enfants? Moi, j'ai pas fait des enfants pour C'est bien. chacun sa merde. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Moi, j'ai des enfants et je les assume jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est même pas que mes enfants. Moi, je pense aux enfants des autres et même à notre génération. Parce que notre génération, elle a pas le droit de souffrir. Elle a pas le droit de souffrir toute sa vie, tu vois? Donc moi, je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à faire des sacrifices pour me battre, pour améliorer la situation aujourd'hui le plus vite possible, mais également pour permettre de tracer un avenir à nos enfants, tu vois, aux générations futures. Nos parents, ils ont fait autre chose pour nous. Ils ont pu mettre un petit pécule de côté, ils ont pu nous aider. Parfois, ils ont pu construire une maison au bled ou acheter ici un appartement à la sueur de leur front jusqu'au bout, tu vois, mais parce que c'était une autre époque. Parce que les montants des loyers n'étaient pas les mêmes, les montants des achats n'étaient pas les mêmes. Tu construisais des baraques pour rien du tout. Exactement. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à acheter un studio avec le prix avec lequel nos parents ont réussi à construire des baraques. Et ils nous ont laissé ça voilà, parce qu'ils ont vu que c'était dur. Voilà, combien, moi, je connais qui permettent de payer des études à leurs enfants, etc., tu vois. Moi, je peux pas le faire, ça. J'ai pas d'oseille. Mais je le dis pas pour faire pleurer dans les chaumières, tu vois. Mais je suis comme les autres, tous ceux de ma génération, il n'y a pas d'oseille. On a un salaire, on vit de ce salaire-là et on n'arrive même pas à en vivre bien. Le 15 du mois, on est à découvert. Aujourd'hui, même quand tu gagnes 2 000 euros, c'est pas suffisant. Quand tu as des loyers à 1 000, 1 050, 1 100 euros, en fait, que tu dois mettre le plein, il est à 95 euros. Quand tu dois payer l'électricité, la taxe, etc., les taxes, les impôts, qu'est-ce qu'il te reste sur 2 000 euros? Il ne reste rien. 2 000 euros avant, c'était un salaire d'avocat presque, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, 2 000 euros, tu vis pas avec. Donc, je peux rien faire là-dessus, tu vois? Par contre, ce que je veux faire et ce que je vais faire pour mes enfants, c'est me battre jusqu'au bout pour que mes enfants ils soient pas précarisés et ils vivent dans un monde dans lequel ils sont pas confinés à vie entre les crises, entre les masques, entre les machins, les crises climatiques et autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qui nous dit que demain, il n'y a pas un variant qui fasse tomber tous les vaccins? Moi, j'en sais rien. Peut-être demain, il y aura un variant qui va venir de je sais pas quel pays, de l'Indonésie, du Cameroun ou de je sais pas quel pays dans lequel il n'y a pas de vaccin. On ne donne pas aux gens la possibilité de se protéger. Tu vois? Tous les variants, ils viennent d'où? Ils viennent des pays du Sud. Ils viennent des pays pauvres. Ils viennent de l'Inde, ils viennent du Brésil, etc., d'Afrique du Sud. Fais 20, 25 doses si tu veux. Mais si, en fait... Je nuance un peu le truc. On nous a dit que le Covid venait de la Chine. La Chine, c'est pas un pays du Sud. Oui, la première... c'est quand même un pays... C'est un pays, pour moi, qui reste quand même dans les pays précaires aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la richesse. Il y a de la richesse en Chine, je suis d'accord. Il y a une forte classe moyenne. Tu vois, il y a une classe moyenne importante, de plus en plus importante, mais il y a aussi énormément de gens pauvres, en fait. C'est vrai. Tu vois, il y a des gens tu vois, dans les logements, là, dans les grandes villes, etc., les gens, ils louent, enfin, je sais pas si t'as regardé, je pense que peut-être t'as regardé la série du moment Squid Game, qui c'est en Corée du Sud.
Mais c'est révélateur, en fait, des gens, même dans ces pays riches, en fait, comment les gens, ils sont exploités. Ils louent ils louent des lits. Ils louent un lit, en fait, c'est une cabane, tu vois. Ils peuvent juste dormir. Et en fait, dans ces pays-là, même s'il y a un peu une émergence d'une nouvelle classe petite bourgeoise, etc., il y a aussi de ça, tu vois. Après, en vrai, un virus, il peut venir de n'importe quel pays. Mais la solution nous, on doit avoir, c'est que nous, on a envie de sortir de ce système. On a envie de sortir de ça. Moi, vaccine-moi, donne-moi 200 doses. Mais à quoi ça me sert, moi, tu me donnes 200 doses si, en fait, les gens dans le Sud, en Afrique, en Amérique latine, etc., ils ont rien, tu les laisses crever la bouche ouverte, tu leur donnes pas de masque, tu leur donnes rien du tout, tu leur dis crever les pauvres. Nous, on va déjà, se mettre... Mais toujours, ça a toujours été ça. Il n'y a pas d'aide. L'aide internationale, c'est quand c'est un tremblement de terre. Là, ils donnent une petite aide. Mais quand il faut faire des choses pour ces pays-là, mais l'Afrique est plus riche que la France. On oublie ou pas que le continent africain est plus riche que le continent européen à la base. Enfin, il y a il y a de l'or, il y a des diamants, il y a du cuivre, il y a du phosphate, il y a du pétrole, il y a du gaz. Non, mais sur les richesses de l'Afrique, enfin, c'est une réalité. Mais il faut comprendre en fait comment le rôle de l'impérialisme français, mais pas que, allemand aussi, et toutes les autres pays en fait qui ont colonisé l'Afrique, en fait, comment au final ceux qui vivent sur le sol, en fait, ils vivent la misère et la précarité, et que tout ça, en fait, on se doit de le dénoncer, quoi. Bien. et pas laisser en fait en fermant les yeux sur ce qui se passe là-bas. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Anas? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Une révolution, mais pas que pour moi, pour nous tous, et d'avoir les 500 parrainages, mais je veux pas de souhaits, moi je veux pas de souhaits. Et les souhaits, c'est bien, mais moi je veux qu'on s'engage, je veux qu'il y ait des gens qui participent, qui aident, parce que sinon on continuera à pleurer sur notre sort toute notre vie, tu vois ce que je veux dire. Si on prend pas nos affaires en main, on continuera comme ça, tu vois ce que je veux dire. Si on va regarder Zemmour, voilà. Si les gens ils veulent regarder Zemmour à la télé, regardez Zemmour à la télé, tu vois. Mais faut pas se plaindre après, tu vois. C'est-à-dire que nous on a fait le choix de porter aujourd'hui une candidature qui est une candidature issue des quartiers populaires, issue de l'immigration africaine, maghrébine précisément. Moi, je suis petit-fils de tirailleurs marocains. Moi, mon grand-père, on est venu le chercher pour libérer, comme ils disent, la patrie. Mais moi, je suis fier que mon grand-père il soit venu se battre pour la liberté, en fait, et contre le fascisme et le nazisme, tu vois ce que je veux dire, pour libérer notamment celles et ceux qui étaient enfermés, celles et ceux qui étaient torturés, tu vois ce que je veux dire. Je suis fier de ça, tu vois. Je suis fier que mon grand-père il soit venu, mais ils ont jamais eu aucune reconnaissance. Même les pensions militaires, ils ont rien eu du tout. On leur a donné des miettes, tu vois. Je suis fils de travailleurs marocains, comme je t'ai dit. Et cette candidature-là, elle n'a jamais existé, elle n'existe nulle part. On peut le faire. On peut être là. On peut porter nos combats, nos vies, en fait. On peut leur montrer, parce que ça, c'est une question parfois qui peut revenir. Est-ce que c'est pas une candidature de témoignage? Moi, je dis, on témoigne de rien du tout. On ne vient pas s'excuser de quoi que ce soit d'être là. On est là, et c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est les patrons qui ont besoin de nous. Moi, je disais à des salariés de Transdev, ils sont en grève dans plusieurs départements, et notamment dans le 77. Je leur ai dit, vous avez fait la démonstration de la pire chose que veut avoir à montrer le patron. C'est que tu peux être le meilleur patron, tu peux être le plus intelligent. Si les travailleurs ils sont en grève, tu sers à rien du tout. Et s'ils sont plus derrière leur volant, tu sers à rien du tout. Donc nous, on n'a pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nous, pardon. Et j'espère qu'on aura les 500 signatures. Avec et on plaisir. Dira que ça s'est fait aussi ici. Avec plaisir, Anna, ça frérot. fait plaisir. En tout cas, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions de nous avoir parlé avec le cœur, sincèrement. Merci beaucoup. Comme je dis à chaque fois, c'est pas une interview, c'est une discussion. On est là, on fait abstraction des caméras et puis on parle à bâton rompu, à cœur ouvert, et ça, c'est le plus important, Anna. Merci, frérot. En tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, tu sais où me trouver, tu sais où nous trouver. Merci, ça, frérot. c'est le plus important. Merci, T'es frérot. le tiers
et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec le frérot Anas Kazi pour WSL. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.